Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau coup d'œil du jour, un coup d'œil du jour du 9 mars, largement consacré, vous vous en doutez, à la réforme des retraites. L'occasion de faire un point d'étape pour cette nouvelle séquence qui s'est ouverte avec la grosse mobilisation du 7 mars et qui nous a fait entrer dans le mouvement reconductible et une partie du blocage de l'appareil productif, et puis pour envisager la suite en regardant quand même dans le rétroviseur parce que ça nous permet d'avoir quelques indications. Allez, on va d'ailleurs commencer par là. Vous savez, si vous avez vu quelques vidéos précédentes, que je fais partie de ceux qui jugeaient nécessaire de s'appuyer dès le début sur le débordement populaire que nous avons connu à partir du 19 janvier suivant, et même 31 janvier, un débordement populaire qui était à la fois numérique, qui a donné à voir et qui a surpris par la force du nombre à la fois le gouvernement, mais aussi les organisations syndicales, et puis un débordement populaire qui était qualitatif. Il y avait la volonté à ce moment-là d'en découdre et de se confronter réellement au pouvoir de M. Macron, avec y compris une disponibilité, je le crois, pour entrer dès ce moment-là dans la grève reconductible et le blocage de l'appareil productif. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Il me semble que les citoyens et les citoyens salariés, en réalité, avaient fait une analyse beaucoup plus pertinente que les corps intermédiaires, organisations syndicales ou partis politiques. Les citoyens salariés, eux, savent que depuis 2010, depuis que nous sommes rentrés de plein pied dans l'ère quasi définitive de la monarchie présidentielle, 2010, je le rappelle, hein, c'est le dernier moment de bascule, c'est pas simplement le moment où il y a l'inversion du calendrier électoral qui assoit définitivement la monarchie présidentielle, c'est le moment où la monarchie présidentielle, sûre de sa force, marche, écrase le principe et le fait majoritaire qui guide la politique depuis Spinoza. 2010, c'est le moment où Nicolas Sarkozy pose une réforme des retraites qui vise à faire passer déjà l'âge légal de 60 à 62 ans, et où malgré des mobilisations à répétition avec 3,5 millions de personnes dans la rue, eh bien, M. Sarkozy passe en force. Stratégie et démarche reprises à leur compte par la suite, à la fois par M. Hollande et par M. Macron. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le mouvement populaire a fait l'analyse de tout cela, et que les journées saute-mouton dans ce contexte de monarchie présidentielle sont insuffisantes à créer le rapport de force suffisant et ne conduisent d'une certaine manière qu'à l'échec. Or, ce que le mouvement populaire a analysé, ben, il semble que les organisations syndicales et les partis politiques ne l'aient pas fait. Les organisations syndicales en proposant des journées à saute-mouton les unes après les autres, et les forces politiques en disant qu'elles se rangeaient à ce moment-là derrière les organisations syndicales. Et pourquoi le mouvement populaire est-il en avance sur les corps intermédiaires? Tout simplement parce que le mouvement populaire est lui-même acteur d'un deuxième élément qui s'est greffé sur la monarchie présidentielle, qui est l'ère de la démocratie minoritaire dans laquelle nous sommes rentrés depuis le mois de juin dernier. La démocratie minoritaire, vous le savez, qui fait que M. Macron ou Mme Borne ont une majorité relative au sein de l'Assemblée nationale. Or, qu'est-ce qu'une majorité relative, sinon, en réalité, une minorité? Donc, la monarchie présidentielle couplée à la démocratie minoritaire, tout ça crée les conditions pour, à un moment donné, pouvoir exercer différemment le rapport de force et faire céder le pouvoir. Mais pour cela, encore fallait-il appuyer là où ça fait mal. Et où est-ce que ça fait mal dans la monarchie présidentielle teintée de démocratie minoritaire? Ben, tout simplement au Parlement, et au sein même du Parlement, où est-ce que ça fait mal? À l'Assemblée nationale, puisque c'est là que M. Macron et Mme Borne peuvent être mis en minorité. Alors bien sûr, à froid, de même, les députés n'auraient certainement pas rejeté la réforme des retraites. Et de ce point de vue-là, aller avec des journées saute-mouton au vote sur le fameux article 7 qui propose de passer l'âge de départ légal de 62 à 64 ans, y aller à froid, comme ça aurait pu être le cas si le texte l'avait atteint en l'état, c'était courir à l'échec et au fait que cet article aurait été adopté. Mais par contre, créer les conditions du débordement populaire qui fait que la pression aurait été mise sur les parlementaires pendant l'examen du texte à l'Assemblée nationale, là, ça aurait pu faire que la minorité de Mme Borne et de M. Macron reste bel et bien une minorité, et que ne viennent pas s'y adjoindre toutes celles et tous ceux qui pouvaient avoir justement des craintes vis-à-vis de cette éruption populaire qui avait fait part de sa disponibilité. Et les craintes que ces parlementaires auraient pu avoir étaient d'autant plus fortes que la butée leur semblait loin. Vous savez que M. Macron et Mme Borne ont fait le choix d'un cadre temporel contraint, qui fait que quoi qu'il arrive, l'examen parlementaire s'achèvera le 26 mars, mais quand on parle d'une discussion parlementaire qui avait lieu fin janvier, début février, nous étions là à un mois et demi
2 mois de la butée et de l'échéance. Toutes celles et tous ceux chez LR, au sein du groupe Renaissance, qui voyaient une date aussi lointaine, pouvaient se dire qu'est-ce qui va se passer dans les 2 mois? Est-ce que je ne vais pas être moi-même et mon groupe laminé par cette vague populaire qui est en train de surgir? Et donc les craintes qui pouvaient exister, chacun le comprend, sont bien plus et auraient été bien plus importantes à l'époque qu'elles ne le sont aujourd'hui, quand ces mêmes parlementaires se disent « Oh ben finalement, le 26 mars, c'est dans 15 jours tout au plus, et il n'y a qu'à tenir bon d'ici là, il faut serrer les rangs, et les choses vont passer en l'état. » Donc, pour toutes ces raisons, il me semble qu'il aurait fallu appuyer sur cette démarche de mobilisation très large dès le début, euh, dès lors que le débordement populaire s'est donné à voir et que le texte était à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le choix qui a été fait, je l'ai dit. On a vu d'ailleurs ensuite qu'il y a eu quasiment 15 jours de perdus, quelles que soient les explications qui peuvent être données par les organisations syndicales. À partir du moment où le texte son examen a été terminé à l'Assemblée nationale, il y a eu 15 jours de quasi vide, une semaine de battement parlementaire où on n'a entendu parler de rien. Puis le texte est arrivé au Sénat, où les discussions ont été des discussions d'alcôve institutionnelle, de tripatouillage entre tous les partis du système. Donc il ne s'est pas passé grand-chose à ce moment-là, et 15 jours ont été perdus. 15 jours, je continue à le dire, hein, dans un temps qui reste un temps qui est limité par le choix qui a été fait par M. Macron. On en arrive donc à ce 7 mars, qui a été, j'allais dire une bonne surprise, mais non, même pas une bonne surprise. Nous savions que le 7 mars serait une très grosse journée de mobilisation, et ça l'a été. Ça l'a été, et on arrive au niveau d'ailleurs des mobilisations de 2010, autrement dit au niveau des plus hauts historiques cette fois, on peut le dire, c'était pas forcément le cas pour les mobilisations précédentes, mais cette fois on est au niveau des plus hauts historiques que nous avons connus en 2010, les plus hauts sur les 40 dernières années. Donc il y a un très haut niveau de mobilisation comme en 2010. Est-ce que ce sera suffisant pour faire céder M. Macron? En 2010, ça n'avait pas été suffisant pour faire céder M. Sarkozy. Donc il faut que la grève reconductible et le blocage de l'appareil productif, qui sont enfin désormais assumés par certains, à la fois d'un côté, j'allais dire par la NUPES, non, par certains au sein de la NUPES comme LFI, ou qui sont en partie assumés par la CGT, il faut que cela se mette en place de manière très claire. Bon, est-ce que c'est ce qu'on voit? On nous dit toujours depuis maintenant 2 mois, attention, vous allez voir ce que vous allez voir, si vous voulez qu'on durcisse le mouvement, on va le durcir. Très bien, eh ben, on voit que le mouvement est durci depuis effectivement le 7 mars. Le 8 mars a donné à voir encore un certain nombre de blocages. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars, il y a encore des blocages, qui sont un peu moindres que le 8 mars, qui eux-mêmes étaient un peu moindres que le 7 mars. Et on voit bien que les syndicats ont reposé des temps forts, à la fois le 11 mars et le 15 mars, et que donc cette stratégie du blocage n'est pas encore totalement assumée en tant que telle. En l'état, le calendrier va continuer à se dérouler. Nous aurons une commission mixte paritaire, puisque le texte a désormais été adopté, enfin, en tout cas l'article 7 a été adopté au Sénat. Connaissant l'organisation d'une commission mixte paritaire avec 7 parlementaires, 7 députés, 7 sénateurs, et vu la composition du Sénat et de l'Assemblée nationale, le gouvernement de Mme Borne va trouver suffisamment de points d'appui au sein de cette CMP pour proposer un texte qui leur conviendra, et nous reviendrons donc à l'Assemblée nationale. Est-ce que le rapport de force et les conditions du rapport de force par l'extérieur auront été à ce moment-là créées pour peser sur le débat, ou en tout cas le vote parlementaire? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr parce que, en ces circonstances, vous comprenez bien que la logique de rapport de force créé depuis l'extérieur cède en grande partie le pas au rapport de force institutionnel, politique et même politicien. On le voit avec le groupe Renaissance, qui a commencé et qui a menacé ses propres députés, s'ils ne votaient pas le texte, de les exclure. On le voit avec la tenue en laisse du groupe LR par monsieur Macron. Et donc, d'une certaine manière, nous n'avons plus vraiment la main. À partir du moment où ce texte reviendra à l'Assemblée nationale, les conditions pour créer le rapport de force, ce n'est plus tant le rapport de force populaire qui pourra faire la décision comme il aurait pu faire la décision il y a quelques semaines, que ce rapport de force populaire qui devra faire face à un autre rapport de force, qui est le rapport de force institutionnel, et qui est bien plus puissant aujourd'hui pour M. Macron qu'il l'était fin janvier ou début février, quand beaucoup de députés avaient la crainte de savoir ce qui allait se passer. Voilà où nous en sommes, d'autant que le gouvernement de M. Macron, lui, essaie déjà d'ouvrir la séquence suivante. Vous avez sans doute
entendu que Madame Borne et son gouvernement vont lancer un texte sur le travail, dont ils voudraient voir l'adoption d'ici l'été, pour redonner des gages aux syndicats, et notamment à la CFDT, vous vous en doutez, avec par exemple la proposition d'un compte épargne individuel universel, un compte épargne-temps universel, qui est une des propositions qui était sur la table, et qui vise à faire revenir tout le monde un petit peu au bercail et à atténuer les tensions. C'est aussi le cas avec la proposition qui a été celle de M. Macron d'inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est une très bonne chose, mais à la façon de le faire que propose et à laquelle pense M. Macron, c'est de le faire au détour d'une réforme des institutions qui, elle, est lourde de danger pour l'unité et l'indivisibilité de la République dans l'esprit de M. Macron et de son gouvernement. Donc on voit bien là que nous sommes un petit peu à la croisée des chemins, et que le débordement populaire tel qu'il existait, le débordement populaire tel qu'il cherche aujourd'hui à se mettre en place dans une nouvelle séquence, doit faire face aujourd'hui à un pouvoir institutionnel qui est plus renforcé, et avec un curseur qui s'est plus remis dans le champ institutionnel qu'il ne l'était il y a encore quelques semaines. Ça ne veut pas dire que tout est perdu, bien au contraire. De toute façon, ça n'est perdu que lorsqu'on arrête de lutter. Et à partir du moment où les arguments, qui sont ceux qui sont déployés, sont justes, eh bien le combat qui est mené à tout niveau doit se poursuivre. Nous en saurons plus dans les prochains jours. Je me propose de vous retrouver ici pour un nouveau point d'étape. D'ici là, si vous avez apprécié ces analyses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ou alors à me retrouver sur mon blog www.cocq.wordpress.com. Voilà, je vous dis à très bientôt, et à bientôt dans la lutte. Salut!